Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé tant apprécié. Peu après son mariage avec Henri II, la friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé. Contrairement à la viande, on le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent.
Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de réfort. L'alternative japonaise au réfort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du réfort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail.